Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de Vivre en Ville. Merci de vous joindre à nous ce midi, très apprécié. Mon nom est Thalie Labonté, je travaille pour Vivre en Ville, puis c'est moi qui vais être votre hôte aujourd'hui. Donc, je vais débuter avec quelques consignes d'usage. Vos caméras, micros vont rester fermés tout le long du panel et on vous invite à faire part de vos questions, commentaires via l'outil de discussion de Zoom. Et on va partager vos questions aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Donc, pour accéder à l'outil pour vos questions, en fait, vous pouvez survoler l'écran de Zoom. Puis, dans le bas, vous allez avoir l'option « Converser » avec l'icône d'une bulle. Donc, vous allez pouvoir indiquer vos questions à cet endroit. Et certains liens vont vous être partagés pendant le panel pour compléter nos propos. Et si vous avez un problème, vous pouvez écrire à l'adresse événement avec un s@vivreenville.org. Je crois que le courriel va vous être partagé aussi à l'instant dans le chat. Donc, on va passer maintenant au panel d'aujourd'hui, les infrastructures vertes. Les infrastructures vertes renvoient à un réseau d'espaces verts naturels comme les boisés, les cours d'eau et leurs berges, les habitats écologiques et autres, ainsi que des espaces verts aménagés, comme les parcs, les jardins ou les terres agricoles. Ensemble, toutes ces infrastructures vertes contribuent à soutenir la biodiversité en plus de fournir une foule de services écosystémiques, soit des bénéfices essentiels que la nature fournit aux êtres humains. Et ces services sont nombreux, ils vont de notre approvisionnement alimentaire à la qualité de l'air, de l'eau et la réduction des îlots de chaleur urbains, jusqu'à la création d'environnements apaisants qui réduisent le stress et l'anxiété. Si on parle souvent avec raison de protection des grands milieux naturels et de trames vertes, il est cependant essentiel que ces infrastructures vertes atterrissent localement au cœur des milieux de vie pour décupler leurs effets sur la santé et la qualité de vie des collectivités. Donc, aujourd'hui, on va précisément s'intéresser à l'intégration des infrastructures vertes dans les secteurs urbanisés en abordant 3 stratégies complémentaires, donc la plantation d'arbres dans les lieux les plus stratégiques et les moins bien desservis, la déminéralisation des espaces particulièrement bétonnés comme nos rues, et la mise en relation de ces efforts à travers des corridors écologiques au profit de la biodiversité et du voisinage. J'en profite aussi pour préciser que ce webinaire s'inscrit dans le projet pour des municipalités sobres en carbone et résilientes, qui est une initiative financée par le gouvernement du Québec et rejoint les objectifs rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Le projet vise, à travers les fiches d'études de cas et des événements comme celui de ce midi, à partager les connaissances sur les meilleures pratiques en aménagement pour inspirer les acteurs municipaux et répliquer des initiatives prometteuses dans le milieu. On remercie également Hydro-Québec pour soutenir la programmation annuelle de Vivre en Ville. Pour arrêter le partage et vous présenter maintenant nos panélistes de ce midi. Donc, je commencerai avec Charles Gratton, qui est intéressé par les changements climatiques depuis les années 90, alors qu'il avait à peine une dizaine d'années. Charles Gratton a suivi un parcours académique l'amenant à approfondir ses connaissances sur le sujet. Après avoir complété un baccalauréat en physique, il obtient une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM, où il ouvre ses horizons sur l'aspect social des enjeux environnementaux. Après avoir travaillé dans le milieu des ONG en environnement, il se joint à la ville de Joliette en 2015, où il occupe depuis le poste de conseiller en développement durable. Donc, son mandat l'amène à travailler sur une gamme élargie de projets qui cherchent à mieux intégrer la lutte au changement climatique et la protection de la biodiversité dans les pratiques municipales. Il s'intéresse particulièrement à l'aménagement du territoire et des infrastructures pour offrir un cadre de vie à faible impact climatique et prêt à faire face au changement climatique. Il nous parlera aujourd'hui des efforts de planification de la ville de Joliette pour planter le bon arbre au bon endroit. Donc, merci, M. Gratton, de vous joindre à nous. Ensuite, on va avoir Ghislain Breton, ingénieur forestier spécialisé en foresterie urbaine et en gestion de projets en aménagement urbain. Ghislain Breton œuvre comme chef d'équipe en aménagement et environnement pour la Ville de Québec. Ses champs d'expertise en milieu urbain sont variés, co-auteur de la Vision de l'arbre 2015-2025, responsable des études de la canopée, co-responsable de l'approche de rue conviviale et chargé de projet d'aménagement de rue et de places publiques. Il coordonne également une équipe multidisciplinaire qui allie l'environnement, l'architecture de paysage, l'urbanisme et l'aménagement d'espaces transitoires,
le tout en accordant une attention toute particulière à l'implication de la communauté et au principe du vivre ensemble. Il nous présentera tout à l'heure l'approche de la Ville de Québec en matière de déminéralisation. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et pour terminer, nous allons avoir Alan de Sousa, qui exerce actuellement un 6e mandat à la mairie de Saint-Laurent et a siégé pendant plus de 11 ans au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il a également siégé au Conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal de 2002 à 2017 et a été membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine pendant 8 ans. En 2022, il a été nommé président du Conseil du Fonds municipal vert. Le maire de Sousa a été l'architecte des politiques de développement durable et de l'environnement de la Ville de Montréal, dès leur planification et jusqu'à leur mise en œuvre. Sous son leadership, Saint-Laurent est devenu un territoire municipal durable en 2019 et cette même année, la première entité municipale québécoise de plus de 100 000 habitants à franchir la dernière étape du programme partenaire dans la protection du climat. Il conclura notre panel en présentant le corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Donc, Monsieur Gratton, je vous laisserai la parole pour commencer. Donc, vous pouvez partager votre écran. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien? Oui, merci. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci à Vivre en Ville de nous avoir invités à faire cette présentation-là dans le cadre du webinaire. Donc, je vais tenter dans les prochaines minutes de vous expliquer la démarche qu'on a entamée depuis quelques années pour optimiser la plantation d'arbres à Joliette. Donc, une petite mise en contexte, là, Joliette, c'est une ville de 20 000 habitants environ, mais d'une agglomération de 45-50 000 personnes qui dessert là, un territoire de peut-être 100-125 000 habitants. Donc, on a un cœur urbain relativement dense et qui a les mêmes enjeux qu'un peu partout ailleurs dans ce type de milieu-là. Donc, des îlots de chaleur là, concentrés au centre-ville et des populations vulnérables là, qui habitent dans ces quartiers-là. Mais on a quand même un historique favorable aux arbres où, c'est relativement un petit territoire, la ville de Joliette, on a 9 000 arbres publics là, de rues ou de parcs urbains. Et on a, comme vous voyez sur la photo, là, des trames de rues qui nous permettent d'avoir certaines belles rues comme ça. On a plusieurs rues où il y a des banquettes végétalisées, elles ne sont pas pleines d'arbres matures comme on voit sur la photo, elles ne sont pas toutes comme ça, mais on a un beau potentiel. Et depuis plusieurs années, donc, on fait de la plantation d'arbres à un rythme relativement important, un rythme qui a accéléré dans les dernières années. Je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi un programme de plantation d'arbres privés chez les gens d'une centaine d'arbres par année et on distribue là, une centaine d'arbres de bon calibre à chaque événement, là, notre journée de l'arbre qui a lieu au mois de mai. Donc, on a un historique où les arbres sont importants pour la ville de Joliette. On s'est penché sur la question d'améliorer nos outils de planification pour la plantation d'arbres un peu. Quand on a vu que la grille du frêne arriverait à Joliette, on était quelques années après Montréal, donc on a pu venir voir le coup. Et on a travaillé avec l'UQAM surtout en termes de quoi planter pour améliorer la diversité et la résilience de notre foresterie urbaine. Donc, on avait 3 mandats avec ce travail-là avec l'UQAM, mais le principal était vraiment pour évaluer notre diversité fonctionnelle dans nos rues et dans nos parcs. Et on a aussi évalué le nombre d'arbres en fin de vie et qu'on allait devoir remplacer dans les années qui s'en venaient. Donc, une des principales conclusions de ce travail-là était de dire qu'on aurait environ 400 arbres à remplacer par année, ce qui était beaucoup plus que le rythme de plantation qu'on avait, qui était plutôt autour de 200 à cette époque-là. Bien, comme partout ailleurs dans le sud du Québec, on est de plus en plus conscientisé aux enjeux des changements climatiques avec ce qui va nous toucher particulièrement là, à Joliette, c'est les chaleurs extrêmes et les pluies intenses et les enjeux de densification qu'on prône pour créer des milieux de vie plus sobres en carbone. On est d'ailleurs en train de faire un travail avec Vivre en Ville qui est en train de nous montrer qu'on pourrait ajouter environ 4 000 logements là, dans notre milieu le plus urbanisé. Donc, c'est quand même beaucoup de logements potentiellement à construire dans cette zone-là qui, actuellement, n'est pas si dense et qui, donc, fort possiblement, qu'il y aura des arbres qui vont disparaître du milieu privé pour faire place à cette densification-là. Donc,
le remplacement des frênes, on avait environ 2500 frênes là, sur notre territoire, la moitié privée, la moitié publique. Donc, sur nos 9000 arbres, on en perdait quand même, on va en perdre une bonne partie. On a énormément d'arbres en fin de vie, donc nos arbres dans nos banquettes ont été plantés il y a plusieurs années. On n'a pas les années exactes, mais on le voit par l'état des arbres. On voulait augmenter notre canopée pour faire face au changement climatique et on sent que la densification à venir va venir donner un coup sur la canopée privée. Donc, tout ça nous incitait à faire une meilleure planification là, de nos interventions de plantation. Ça nous a incité à déposer un projet au programme Climat Municipalité 2 il y a quelques années où on voulait poursuivre là, notre plan de foresterie, mais là, y aller plus sur le où planter. On avait travaillé un peu plus sur le quoi planter dans les premiers travaux avec l'UQAM. Et là, on a poursuivi avec l'UQAM plus sur les interventions en termes d'emplacement où planter les bons arbres. Donc, je vais vous parler principalement du premier mandat qui était la priorisation des interventions dans les prochaines diapositives. Donc, on a pris 8 indicateurs. On va les passer un après l'autre dans les prochaines diapositives et on les a pondérés pour arriver à une carte qui nous indique où on devrait planter nos arbres en premier. Tout ça se fait à l'échelle de la rue. Donc, les premiers indicateurs qu'on a regardés, c'était l'usage du territoire et le potentiel de transport actif. Pour l'usage du territoire, on s'est donné comme paramètre de favoriser le milieu résidentiel et le milieu commercial au détriment du milieu industriel. Et à rebours, c'est probablement pas une bonne chose. Quand on voit la carte, il y a le même niveau de priorité partout. Donc, c'est peu intéressant comme données, mais je viendrai avec des pistes d'amélioration dans les prochaines diapositives. Mais dans celui-là, clairement, on pourrait améliorer le travail. Si d'autres villes veulent faire le même genre de travail, j'aurais des recommandations. Pour le transport actif, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé où on avait déjà des trottoirs, où on avait déjà des lignes cyclables et où on voulait ajouter des lignes cyclables et on a priorisé ces emplacements-là. Là aussi, il pourrait y avoir des améliorations de fait, par exemple, de cerner plus des secteurs alentours de lieux spécifiques comme des écoles, des garderies, des centres des concentrations d'habitation pour personnes aînées, des choses comme ça. Suite à ça, on a analysé 3 autres indicateurs qui étaient plus en lien avec les arbres publics en place dans le tronçon de rue et qui visaient le premier, tout ce qui est la diversité fonctionnelle. Donc, le voir est-ce que notre foresterie actuelle est vulnérable. Est-ce que c'est toutes des frênes, toutes des érables, toutes des tilleuls qu'on a dans ce tronçon de rue-là où on a une belle diversité? Et on est allé avec le concept des groupes fonctionnels qu'on a développé avec l'UQAM et que d'autres villes ont développé aussi la littérature dans les dernières années, où ce n'est pas nécessairement la variété de l'arbre qui est important, mais son comportement, sa réaction à différents stress. Donc, les groupes qui réagissent de façon similaire au stress similaire, ben, on les classe dans les mêmes groupes fonctionnels et donc on tente de varier ces groupes fonctionnels-là sur l'ensemble du territoire. Ensuite de ça, on est allé regarder la densité des arbres présents. Donc, vous voyez dans le secteur plus central, là, un petit peu plus au nord central, c'est vert. Donc, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres présents. Ça, c'est nos rues là, de nos quartiers historiques avec des belles banquettes, des arbres matures. Mais si on regarde l'autre carte un petit peu plus à la droite, c'est l'âge des arbres. Donc, c'est des arbres en fin de vie. Donc, les mêmes tronçons qui apparaissent verts là où il y a beaucoup d'arbres apparaissent en rouge et en orange. Donc, c'est des arbres qui sont vieux, qui sont vieillissants. Il y a également les frênes qui sont dans cette troisième carte-là, qui est pour les arbres en fin de vie, parce qu'il avait été décidé là, il y a quelques années qu'on ne traiterait pas les frênes et qu'on miserait plutôt sur le remplacement massif. Donc, ces arbres-là sont considérés comme en fin de vie. Et on n'avait pas de données sur l'âge exact des arbres. Dans nos bases de données, on n'a pas cette information-là, mais on est allé avec des estimations en fonction du diamètre maximum théorique. Les arbres qui avaient atteint le maximum théorique étaient considérés comme en fin de vie. Le terme en fin de vie est encore à préciser. Donc, est-ce que ça veut dire sur 10 ans, sur 5 ans, sur 15 ans? Ce n'est pas encore précisé. Nous, on l'a estimé sur 10-15 ans là, que l'ensemble de ces arbres-là serait à abattre.
Ensuite de ça, on a analysé deux paramètres qui étaient similaires, mais quand même, on voulait les séparer, on voulait les traiter différemment. Et donc, qui sont la canopée et la température. Et pour chacun de ces deux indicateurs-là, on est allé à deux niveaux. Donc, une zone centrée sur le tronçon avec une zone tampon là, de 50 mètres alentour de chacun des tronçons de rue. Mais on a aussi regardé l'indicateur à l'échelle de l'aire de diffusion là, selon le découpage de Statistique Canada, dans l'idée que peut-être qu'il y a des rues qui sont moins bien nanties en arbres, mais que les rues avoisinantes le sont très bien, ce qui vient un peu amoindrir là, le fait de ne pas avoir d'arbres devant les résidences, ou vice-versa. Donc, c'est ce qui a été fait pour ces deux indicateurs-là. Et donc, à l'échelle du tronçon et à l'échelle de l'aire de diffusion, on a fait une somme et on a pondéré ces deux sous-indicateurs-là pour créer un indicateur là, unique. Les cartes se ressemblent parce qu'effectivement, la canopée et la température sont très corrélées. Et finalement, on a regardé où sont nos vulnérabilités, que ce soit la défavorisation sociale, donc avec les indices de défavorisation de l'INSPQ, de l'Institut national de santé publique. On a appliqué ça avec les aires de diffusion de Statistique Canada. Et ça nous a donné donc deux indices de défavorisation qui sont plus du côté social. Donc, ça regarde vraiment plus les ménages qui sont seuls, où il y a des personnes vivant seules, des familles monoparentales, et l'autre, c'est plus au niveau de la défavorisation matérielle, qui regarde plus le niveau d'emploi, le niveau d'éducation et les revenus là, des habitants de ces aires de diffusion-là. On voit clairement sur la carte qu'il y a deux grandes tendances. Tout ce qui est au sud du territoire, là, il y a une route là, nationale qui coupe le territoire en deux. Tout ce qui est au sud, c'est des nouveaux quartiers résidentiels, donc avec des populations moins vulnérables. Donc, ça apparaît en vert généralement. Puis, ce qui est au nord, eh bien là, ce qui est en rouge plus foncé, là, c'est vraiment notre centre-ville et nos quartiers plus historiques, là, construits dans les années, il y a une centaine d'années. Donc, on voit la somme des deux indices de défavorisation nous donne quand même que notre centre-ville et tout le pourtour du centre-ville est très défavorisé. Donc, c'était l'ensemble des 8 indicateurs. On a pris ceux-ci et on les a pondérés. Donc, à l'intérieur même d'une catégorie, par exemple, pour la température, eh bien, on a donné plus de points pour la température du tronçon que pour l'aire de diffusion, mais on voulait quand même utiliser un petit peu l'aire de diffusion. Et on a fait la même chose pour l'ensemble des indicateurs, où il y en a certains, on a donné plus d'importance que d'autres. C'est complètement subjectif. Et ça peut être une piste d'amélioration. Donc, on a mis beaucoup l'accent sur les indices de défavorisation, où on a mis une pondération assez forte, la température, la canopée et les arbres en fin de vie. On a mis une grosse pondération pour les usages du territoire, mais ça ne donne pas grand-chose au final. Donc, cet indicateur-là a été un peu mal utilisé. Ensuite de ça, ça a donné donc un pointage final pour une somme pour chacun des tronçons qui ont eu un pointage final. Et plus le pointage était élevé, donc plus le tronçon était prioritaire là, à ajouter du verdissement dans ces tronçons-là. On voit que ça a créé une distribution du nombre de tronçons par pointage là, qui ressemble à une distribution classique là, gaussienne. Et donc, nos catégories n'ont pas le même nombre de tronçons dans chacune des 5 classes là, de priorité. Donc, il y a environ 7 des tronçons qui ont été mis en priorité là, maximum, qui est le numéro 5 dans ce cas-ci, et 24 des tronçons qui sont en catégorie 4, donc qui est là aussi très prioritaire, mais un petit peu moins que le 5. Et donc, les chiffres que vous voyez, là, 7, 24, 38, 24, 7, c'est le pourcentage du nombre de tronçons dans chacune des classes qui ont été créées. Donc, les limites de cette analyse-là, j'en ai un peu abordé là, au fil des diapositives, mais donc, on a travaillé uniquement avec les arbres publics pour ce qui était des arbres en place. Donc, c'est sûr que ça limite un peu l'analyse. On aimerait ça refaire le travail une fois qu'on aura un inventaire privé des arbres de fait.
Et sur ces arbres publics-là, on avait certaines informations manquantes, là, comme l'âge exact, l'état de santé. Donc, peut-être que les arbres ne sont pas si vieux puis n'ont pas atteint leur diamètre maximal, mais leur état de santé n'est pas excellent. Ou à l'inverse, ils ont peut-être atteint le diamètre maximal théorique, mais sont en pleine forme puis sont encore debout pour une vingtaine d'années, alors qu'on les considère comme en fin de vie. Donc, ça reste peut-être une chose à améliorer. Au niveau de la pondération, je l'ai abordé là, dans plusieurs. Il y aurait des améliorations à faire au niveau des choix qui ont été faits. Puis la pondération finale aussi, comme je le disais, est complètement subjective. Donc, on aurait pu, une autre ville pourrait mettre plus de poids sur certains des paramètres analysés. Et ce qui nous a peut-être manqué justement pour mieux cadrer cette pondération-là, c'est peut-être d'élargir notre consultation à l'interne de l'organisation et aussi peut-être à l'externe avec nos citoyens, voir si on pouvait trouver une espèce de consensus sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins là, dans ces pointages-là à donner. Ça, c'est ce qu'on n'a pas fait, c'est ce qu'on pourrait peut-être améliorer. Là, maintenant, on est rendu, vous voyez la carte que ça a donné au final. Donc, on s'y attendait quand même un peu. Donc, on comprend que les tronçons qui apparaissent en plus grande priorité, qui sont en rouge, c'est généralement des emplacements où on n'a déjà pas d'arbres. Et si on n'a déjà pas d'arbres, c'est qu'on n'a pas de place. Donc, c'est soit que l'emprise publique est vraiment très, très petite, que les devantures de résidence, que les marges là, avant sont très petites aussi, puis que c'est plus fortement urbanisé. Donc, également, les cours arrière sont plus sollicités pour des stationnements. Donc, les interventions pour améliorer la situation ne sont pas toujours faciles, même si c'est les tronçons prioritaires. Donc, ça va nous appeler à innover et à mobiliser aussi la collectivité. La municipalité peut agir au niveau réglementaire, au niveau des incitatifs sur le domaine privé, mais il y a aussi une mobilisation collective qu'on aimerait là, qui insuffler un peu pour que ça devienne un projet collectif et pas juste de la ville, d'améliorer le verdissement général de la collectivité. Et bien, ça reste aussi une analyse à haut niveau. Il y a des contraintes de terrain parfois. On a des tronçons où présentement, on apparaît c'est des tronçons qui sont en orange, mais les banquettes sont presque déjà pleines d'arbres. C'est juste que c'est des arbres vieillissants, donc c'est pas nécessairement si évident d'aller ajouter des arbres dans ces banquettes-là. Donc, c'est un outil qui, pour l'instant, nous sert de guide, mais qui n'est pas encore parfait, mais qui est quand même qui nous a aidé à raffiner là, nos plantations. Suite à ce travail-là, le deuxième mandat avec l'UQAM, c'était de préparer des scénarios de plantation en lien avec ces résultats-là. Donc, le petit tableau, là, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais on a évalué si on plantait des arbres dans tout ce qui était les classes de tronçons 5 et 4, si on plantait des arbres à tous les 15 mètres, à tous les 10 mètres, si on y allait de façon dégressive, on plantait plus d'arbres dans les tronçons prioritaires, numéro 5, un petit peu moins dans les numéros 4 et encore un petit peu moins dans les numéros 3. Tout ça pour se donner une idée du nombre d'arbres qu'on devrait planter pour atteindre les objectifs de ces différents scénarios-là. Et de là est né, avec les discussions avec nos élus, est née l'idée d'un projet de plantation majeure. Donc, plutôt que d'y aller de planter 5, 6, 700 arbres par année, peut-être de viser un gros projet. Là, et en même temps est arrivé le programme 2 milliards d'arbres où on a donc sauté sur l'occasion pour déposer un projet de plantation de 10 000 arbres en une année. Donc, on n'a pas encore toutes les confirmations comme quoi le projet va aller de l'avant, mais ça semble être bien parti. Et quand le projet sera confirmé, bien là, on va pouvoir plancher plus concrètement et se servir de nos deux outils, des deux travaux qu'on a faits avec l'UQAM. Donc, quoi planter, qu'on avait travaillé plus en 2016-17, et où planter là, avec ce qu'on vient de travailler plus récemment et en créant vraiment un plan de plantation. On vient définir les emplacements exacts et les essences exactes. On n'ira pas tout à fait avec les essences précises d'arbres. On va plutôt y aller avec les groupes fonctionnels pour s'éviter des problèmes d'approvisionnement où ce ne sera peut-être pas possible d'avoir toutes les essences exactement qu'on voudrait. Mais nous, l'important, c'est de diversifier notre foresterie en fonction des groupes fonctionnels. Et donc, ça serait notre stratégie d'approvisionnement qu'on vise pour l'instant.
Parmi les plus grosses limites peut-être de toutes nos démarches, c'est qu'actuellement aussi, on est, comme je vous disais, là où c'est prioritaire. Charles, Oui, oui, je vais juste te laisser conclure aussi, parfait, parce c'est que je terminé. te voyais partir sur les limites, mais je te laisserai conclure Parfait. vraiment. Donc, juste pour dire, Merci. tout ça, c'est intéressant comme outil, mais on a des contraintes financières et planter là où c'est prioritaire, ça coûte plus cher. Donc, on est en réflexion sur comment y arriver. Est-ce qu'on va seulement planter dans des emplacements où c'est actuellement facile? Donc, on poursuit notre réflexion et je suis encore dans comment améliorer notre plantation pour avoir les bénéfices maximum. Merci. Merci beaucoup. Désolée de t'avoir un peu interrompu, juste pour pas qu'on dépasse trop sur la période de questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Breton, c'est à votre tour. Donc, la place est à vous pour les 15 prochaines minutes. Oui, je vous partage. Voilà. Plein écran. Ah, le blanc. Ça fonctionne. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis bien content de passer après la ville de Joliette. Je pense qu'on a eu une excellente mise en bouche. Donc, comme Joliette le présentait, on arrive parfois dans des milieux beaucoup plus difficiles, beaucoup plus contraints, où ce qu'il faut développer des façons de faire différentes. Donc, je vais présenter la déminéralisation, le verdissement des quartiers centraux de la ville de Québec. En fait, nous aussi, on a fait l'objet d'une subvention climat municipalité 2, question d'aller plus loin. Donc, le lab de déminéralisation de la Ville de Québec s'inscrit dans l'approche de rue conviviale. On a les rues actifs, vert et hiver, en fait. Donc, c'est vraiment le volet vert des rues conviviales. Donc, pourquoi une recherche-action qu'on souhaitait faire? C'est de développer des pratiques innovantes qui sont liées à l'étude théorique et l'expérience pratique sur le terrain. Donc, on ne voulait pas uniquement tester des revues de littérature, mais vraiment aller sur le terrain et faire des projets pilotes pour pouvoir les monitorer et avancer le tout. Donc, l'objectif principal, c'était justement de déminéraliser dans les quartiers centraux afin d'intégrer des aménagements verts et durables au processus de réflexion des rues dans une perspective à la fois de santé publique, de lutte contre les changements climatiques. Donc, on voulait profiter beaucoup aussi de la désuétude technique des réseaux urbains pour profiter pour changer l'aménagement de surface et ainsi diminuer nos coûts d'intervention. Tout au long de la présentation, vous allez voir quelques exemples de avant-après qui sont souvent des délaissés urbains qu'on n'avait pas de somme nécessairement pour venir intervenir, mais que rapidement peuvent être convertis et avoir un grand effet au niveau de la résilience. Donc, les 5 quartiers qui étaient ciblés, bien sûr, c'était les 5 quartiers dont les indices de canopée sont les plus faibles. C'est les 5 quartiers où les taux d'imperméabilisation du sol aussi sont extrêmement élevés. Donc, vous voyez, quand on les regarde visuellement, c'est pas mal des faubourgs avec des façades de bâtiments extrêmement proches de la rue, donc très peu de parterres avant. Donc, rapidement, il fallait venir intervenir sur le réseau routier pour pouvoir trouver des solutions. L'approche qu'on a développée, en fait, se situe en 4 temps. Une approche de planification, donc quels sont les milieux les plus sensibles et les endroits prioritaires d'intervention. 2, les citoyens. Donc, les citoyens à la fois autant au niveau de la consultation, au niveau des besoins. 3, la réalisation des projets. Vous allez voir, on a réalisé plusieurs projets pilotes. On les monitore. Donc, ce qui nous amène au volet recherche et innovation. Comment apprendre de nos erreurs passées pour mieux refaire la prochaine fois et repartir le cycle de planification. Donc, c'est vraiment un élément en continu et non pas arrêté dans le temps. Donc, rapidement, on est parti d'une banque de projets potentiels de désuétude. On a utilisé plusieurs filtres, un peu comme Joliette, soit les stratégies de verdissement, ceux de l'approche de rue conviviale, les accidents auto-piétons, fréquentation de population, qui nous ont donné une banque de projets prioritaires d'intervention. Puis ensuite, on est allé aussi consulter les citoyens pour connaître quels seraient les endroits les plus susceptibles de nécessiter ce type d'intervention. Donc, on a fait 2 plateformes de consultation publique dans les années passées. Excusez-moi. Donc, à la fois, là, l'été 2022
2021, 2020, 2021. C'est plus de 2000 épingles pour les quartiers centraux qui ont été identifiés, 1069 dans la première et environ 1000 épingles dans la deuxième consultation. On va voir dans un cas concret comment ça peut s'appliquer pour modifier une rue. À la Ville de Québec, on a aussi l'approche par sondage web pour les projets, des ateliers de design participatif qui permet souvent d'augmenter l'espace dédié au verdissement. Puis bien sûr, les présentations, je vous présente quelques images là, de types d'ateliers où ce que les citoyens viennent identifier les secteurs, les endroits les plus propices. Nous avons réalisé, ou nous sommes en cours de réalisation d'une dizaine de projets pilotes sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu les prémices à cette approche. Donc, il y a d'autres projets comme la rue Anna en 2014 qui ont amené à développer le laboratoire et à poursuivre l'innovation dans les quartiers centraux. Plus précisément, dans le cadre du projet, on voulait accroître aussi les connaissances de la ville quant aux effets de la déminéralisation et du divertissement sur la santé publique, sur les changements climatiques, la biodiversité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné en parallèle 2 mandats de recherche. Un premier avec lieu, le laboratoire d'intégration et d'écologie urbaine, sur les végétaux, donc sur la résistance des végétaux, sur le choix des meilleurs végétaux, la localisation. Mais on a aussi un deuxième projet de recherche avec l'Institut national de santé publique pour documenter un peu l'acceptabilité sociale et les éléments les enjeux, les outils de mobilisation qu'on devrait utiliser. Donc, rapidement, dans les infrastructures vertes, sur les milieux fortement urbanisés, aujourd'hui, j'en ai choisi 4 qui concernent plus précisément les arbres urbains. On peut déminéraliser les parterres avant. Des fois, donc, c'est des petites interventions en façade des bâtiments. D'autres fois, c'est l'ajout de banquettes, un peu comme Joliette. Vous avez les gonflements de trottoirs aux intersections qui permettent aussi de sécuriser les traverses piétonnes. Et vous avez finalement les arbres en trottoir qu'habituellement, vous retrouvez plus sur les artères commerciales. Donc, ce qu'on voit, c'est l'évolution de l'effort qu'il faut en mettre et l'évolution des coûts. Donc, plus qu'on se déplace vers la droite, mais plus les coûts sont importants et plus les techniques de génie civil doivent être déployées. Ce qu'on ne voit pas, mais ce qui se situe en souterrain aussi avec chacune de ces interventions, c'est le choix du type de matériaux. Et souvent, le type de matériaux utilisé vient aussi avec les contraintes qui sont dans le sol. Donc, dans les milieux fortement urbanisés, il y a souvent beaucoup de réseaux techniques urbains, d'égouts, d'aqueducs et de plein d'autres éléments qui fait qu'on plante rarement des arbres en pleine terre, mais on s'en va graduellement vers des fosses structurales en béton qui permettent d'amener du sol en dessous, des systèmes modulaires. Donc, on est vraiment plus dans le génie civil et l'aménagement. Donc, je voulais vous prendre un exemple concret d'un projet. On va vous présenter le projet de la rue Caron. En fait, au niveau des faubourgs, il y a beaucoup de volonté citoyenne pour la plantation, donc les gens sont prêts, il y a énormément de demandes. Au niveau politique aussi, on est déjà présent, déjà dans la façon de faire, c'est plus de 130 000 arbres qui sont annoncés à Québec. La disponibilité d'arbres est présente. On est capable techniquement de concilier des besoins d'aménagement pour des espaces restreints. Mais le défi est vraiment de créer de l'espace dans ces milieux-là. Et la complexité est tellement grande qu'elle est au-delà du niveau végétal. C'est plus de 13 disciplines qui doivent discuter et trouver des solutions. Prenons le quartier Saint-Roch. Dans la vision de l'arbre, l'indice de canopée était de 15 %. La cible est de 15 %. Donc, au président Edidon, on a atteint notre cible, mais non. Quand on regarde les photos aériennes, puis quand on va voir les analyses, les arbres sont principalement plantés dans des parcs qui sont en bordure du quartier. Donc, je vous amène ici le quartier Saint-Roch. En fait, c'est 83 % des arbres municipaux qui sont soit dans des parcs et des îlots. 50 % de tous les arbres publics sont situés dans 3 parcs pour le quartier Saint-Roch. Ce que vous voyez à droite, la carte, dans l'ensemble, c'est rouge sur rouge. C'est la présence des îlots de chaleur couplés aux tronçons de rue qui ont un indice de canopée inférieur à 15 %. Donc, tout le noyau du quartier, en fait, est en déficit important. Quand on regarde au niveau, est-ce qu'on pourrait planter ailleurs que sur rue, on le voit, les indices d'imperméabilisation sont à plus de 70 %. Donc, rapidement, on en vient à la déminéralisation qui est importante pour ce type de faubourg. La rue Caron, on l'a analysée à plusieurs niveaux. Donc, quand on regarde au niveau des tronçons, il y a 8 tronçons sur la rue Caron. Les indices de canopée varient de 6 à 12 %.
Donc, on est vraiment en deçà de notre indice de canopée souhaité. Donc, la priorité d'intervention, d'implantation d'infrastructures vertes dans ce contexte-là devient extrême parce qu'on n'a pas le choix de créer de l'espace. Au niveau des impacts du tramway, c'est un quartier qui est ciblé dans le remplacement du 20 pour 1. Est-ce qu'actuellement, l'atteinte de compensation? Non, n'est pas atteinte. Donc, c'est un autre critère supplémentaire. Donc, la stratégie en vient en déminéralisation. Au niveau des citoyens, la rue Caron a été identifiée à 14 reprises sur les 153 commentaires de la rue Saint-Roch comme l'une des rues les plus prioritaires en mobilité active et puis en déminéralisation qui accompagne celle-ci. Donc, on voit, on commence à construire nos indicateurs. On voit que la rue Caron est vraiment un lieu névralgique pour la déminéralisation. Donc, voici un peu une image d'avant-après de ce qui va être déployé sur la rue Caron. Pour y arriver maintenant, on va retourner à mes diapos précédentes. C'est l'utilisation de gonflement de trottoir, d'arbres en trottoir, jumelés à des systèmes modulaires, étant donné que le souterrain, il y a très peu d'espace qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Donc, pour chacun des quartiers, il n'y a pas une recette unique. Il y a un bouquet d'outils qui nous permettent d'atteindre et il y a un bouquet de solutions. En fonction des types de milieux et de nos indicateurs, on va privilégier soit déminéraliser des parterres, soit d'implanter des banquettes, ou soit d'utiliser des techniques plus contraintes, comme dans le cas de la rue Caron, où l'espace est extrêmement restreint pour l'ensemble des besoins. Les prochaines étapes pour la Ville de Québec, bien sûr, c'est continuer le monitorage des projets réalisés à ce jour, mettre en œuvre les résultats des projets de recherche afin de les diffuser et de continuer à développer des standardisations. Donc, on veut modifier nos standards actuels pour s'en aller vers les standards du futur. Ce que vous voyez comme image de droite, c'est dans le quartier Vanier aussi, c'est la rue Champagnat, où là, c'est une implantation d'une noue. C'est plus de 3 mètres de chaussée qui a été récupérée pour des infrastructures vertes, puis poursuivre la réalisation de ces projets innovants à l'ensemble du territoire. Merci. Merci beaucoup, M. Breton. Très intéressant. Maintenant, on passerait à notre dernière présentation avant la période de questions. Donc, M. le maire, nous allons afficher votre présentation et vous allez pouvoir prendre la parole pour les 15 prochaines minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation de partager nos expériences avec les projets en particulier. Ici, c'est la corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Très content, chanceux d'être sur le même panel que mes prédécesseurs. Et puis, je pense que c'est un dossier qui nous tient à cœur. Donc, on va aller à la prochaine diapo. Et permettez-moi en amont, juste vous donner un portrait de notre communauté à Saint-Laurent. Vous voyez à droite l'île de Montréal et vous voyez que Saint-Laurent se situe à plein cœur de l'île de Montréal. On a sinon le plus gros arrondissement à Montréal avec près de 43 km², près de 105 000 habitants, des gens qui résident, 107 000 travailleurs qui viennent chaque jour travailler chez nous, entre autres, parce que plus que 70% de notre territoire est zoné non résidentiel. Ça veut dire qu'on a presque autant des habitants que des travailleurs, mais en conséquence de la choix qui a été fait dans les années 50 industrialisé, nous avons un territoire qui souffre beaucoup des îlots de chaleur et puis nous, en tant que maire et en tant que mon conseil, on avait fait beaucoup de démarches pour essayer de dresser ça, soit avec la plantation des arbres, avec les politiques pour le stationnement durable et aussi avec nos politiques pour les toits verts, etc. Donc, ça, c'est notre réalité. Je ne peux pas changer le péché du passé. Je peux juste uniquement voir par quels moyens on peut aller en amont et poser des gestes qui vont changer des choses pour le futur. En conséquence, on était précurseurs depuis les dernières 20 ans. L'environnement n'a jamais été un enjeu important, mais pour nous, on avait déjà commencé il y a une vingtaine d'années de prioriser l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde souscrit à cette démarche-là, mais plus récemment, on avait signé l'entente pour la biodiversité juste en décembre 2022. Notre planification stratégique met à cœur de nos actions, tous les enjeux pour l'urgence climatique et les mesures pour protéger la biodiversité. Et
Au fil des ans, on a eu plusieurs plans de développement durable, plusieurs systèmes de gestion environnementale chez nous et aussi un plan de forêt urbaine qui date depuis 2009. Donc, rien de ça est nouveau pour nous. C'est un effort depuis longtemps qu'on travaille, sachant très bien que pour autant que beaucoup de travail a été réalisé, il reste beaucoup à faire. Donc, prochaine diapo. Permettez-vous de parler un peu sur le corridor de biodiversité, parce que c'est un des volets que nous en avons. J'ai eu l'occasion à la ville de Montréal de préparer et déposer la première politique pour la protection de milieux naturels en 2004. C'est une politique aujourd'hui, 20 ans plus tard, qui a permis à la ville de doubler les mesures de des lieux qui étaient des milieux naturels de qualité. Et à cette étape, on avait identifié une dizaine des éco-territoires. Des éco-territoires étaient les lieux ciblés dans notre plan d'urbanisme qui étaient des projets de valeur, qui avaient une valeur écologique attachée à ça. Vous avez une masse critique attachée à ça. C'est des milieux qui touchent l'île de Montréal d'un bout à l'autre. Et un de ces éco-territoires se trouvait sur notre territoire à Saint-Laurent, dont, entre autres, le coulée verte de ruisseau Bertrand. Donc, on avait entamé un processus pour faire un plan directeur pour la coulée verte de ruisseau Bertrand, de passant du macro vers le micro, de cibler les endroits. Et en conséquence, cet exercice de plan directeur qui a été entamé en 2010 nous a permis de voir les milieux naturels qui étaient sur notre territoire, qui valaient la peine non seulement de protéger, mais aussi d'avoir des zones tampons autour de eux, mais en même temps, songer de comment on peut faire la connectivité par voie des corridors hydriques, des corridors terrestres et des corridors aériens. Donc, pour nous, cette démarche a été entamée en 2015. Cette réflexion pour voir par quels moyens on peut créer dans un milieu assez industriel, un corridor de biodiversité qui peut faire le lien. Et l'opportunité est là quand on avait identifié le corridor de Hydro-Québec où vous avez des grands pylônes. Comme vous pouvez imaginer, chacun de nous, on ces corridors dans nos villes, mais des grands terre-pleins non utilisés, avec du gazon, puis rien de spécial. Donc, on avait identifié cette colonne vertébrale comme étant la base, et puis on a fait nos études autour de ça pour voir quels étaient les inventaires qu'il y a dû faire pour établir la connectivité avec les milieux comme les bois de Sarreguay, le bois de Liesse, les îlots Chats, le boisé Marcel-Lorrain. Ça, c'est des boisés qui étaient un peu dispersés sur le territoire, mais qui n'avaient pas nécessairement de connectivité. Et ces inventaires fauniques et floristiques que nous avons faits nous a permis de non seulement découvrir quels étaient sur le domaine public, mais quels étaient aussi sur le domaine privé. Et en conséquence, ça nous a permis d'établir les opportunités de connectivité, mais aussi des contraintes. Quand je parle des contraintes, je parle au fil des ans, il y avait des barrières autoroutiers, des routes, des chemins de fer et d'autres qui, dans un certain sens, morcelaient le territoire et qui avaient empêché la connectivité qu'on souhaitait. Et à ce moment-là, comme vous voyez sur la carte, on évidencie le territoire qui, on pensait, pourrait nous offrir cette opportunité. Donc, en élargissant, en ratissant large, lancer le filet large, on était capable de réaliser quel était le potentiel du territoire à connecter et, en conséquence, délimiter quel était notre corridor de biodiversité. Donc, quand nous avons entamé des charrettes d'idéation, on avait impliqué tout le monde, les compagnies, les citoyens, les environnementalistes, tout le monde qui a voulu mettre la main à la pâte a participé par les visites sur terrain pour être capable de voir exactement, pas uniquement dans notre bureau, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le terrain, qu'est-ce qu'on voyait, puis comment on peut tricoter ça dans un ensemble. Prochaine diapo. Un des éléments d'innovation qu'on avait fait, c'était de lancer un concours de design. À notre connaissance, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été réalisé en termes d'un projet. On a eu des expériences positives avec notre bibliothèque du Boisé, avec notre complexe sportif, mais en réalité, c'était peut-être à travers du pays, le premier concours de design d'architecture paysagiste au pays, dont on ne sous-estimait pas le défi de lancer un concours de design pluridisciplinaire
qui impliquait des urbanistes, des architectes, des biologistes et d'autres, et de voir par quels moyens on peut chercher des meilleures des idées. Donc, pour autant qu'on a eu des propositions qui est venues au niveau national, mais dans le concours gagnant, on a même eu des collaborations, des personnes qui ont fait le consortium qui est venu international. Et à ce moment-là, ça présentait pour nous une opportunité en or. Le lauréat de cet exercice était plusieurs dans le consortium, comme vous voyez sur l'écran. Civilité, Land Italia, qui est venu d'Italie avec la personne concernée, Tab Architecture et le Conseil Biodiversité. Donc, cette démarche nous a ouvert la porte pour être capable de faire un travail de concours de design choisi par un jury et qui a eu un lancement non seulement pour le lauréat, mais aussi pour avoir un plan directeur de l'ensemble qui nous permettra d'avoir une vue de l'ensemble. Prochaine diapo. Ce plan directeur qui a été composé a été fait pour être capable de donner une vision au conseil, une vision de la ville et le conseil d'arrondissement, une opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour la prochaine 20 ans. On n'a pas sous-estimé l'ampleur du défi, mais on réalisait qu'il faut avoir à long terme. Et dans les propositions, et vous voyez des analyses qui étaient faites sur votre écran, on était capable d'identifier quel était le terrain, comment on peut attacher les terre-pleins, comment on peut attacher des parcs, comment on peut chercher des milieux naturels. Et en conséquence d'identifier non seulement ces terrains terrestres, ça nous a permis aussi de voir qui étaient les utilisateurs, les papillons, les oiseaux, les mammifères comme des renards, en ne jamais oubliant l'être humain, parce qu'on a voulu aussi que les citoyens et citoyennes simples pourraient aussi tirer des bénéfices. Et donc, dans la conception en amont, les besoins de chacun des utilisateurs étaient nécessaires et essentiels. Donc, si je peux passer à la prochaine étape, on va vous montrer un peu les visuels, quelques exemples. À gauche, sur votre en haut, vous avez le corridor de biodiversité. Vous voyez en haut les fils aériens avec les grands pylônes de Hydro-Québec. Et vous voyez comment c'était gazonné et comment on pense que cette volet n'inclut aucune biodiversité. À droite, vous voyez un exemple de qu'est-ce qui a été visualisé par les architectes paysagistes et qui va nous guider dans notre démarche pour créer un aménagement semblable où on peut avoir des variétés des plantes, mais aussi des opportunités pour les êtres humains de rester, flâner, marcher, courir dans cette même corridor. En bas, vous voyez un autre tronçon, un tronçon dans ce corridor, toujours dans le corridor de Hydro-Québec, et vous voyez comment encore c'était aride, il n'y a pas de biodiversité dedans, et on voyait à droite de le volet en bas comment ça pourrait être aménagé pour nous guider vers quelque chose dans l'avenir. Prochaine diapo. Merci. Donc, on a commencé avec le premier aménagement de la façade qui a été faite, toujours avec l'objectif de voir par quel moyen on peut, dans un volet, la première chose était de dire qu'est-ce qu'on peut faire ça dans une façon réaliste. Donc, on a commencé avec quelque chose de réaliste. Comme vous savez, si on essaie de tout faire en même temps, ça n'a jamais été possible. Donc, on a fait tronçon par tronçon l'opportunité de voir la végétalisation des terre-pleins que vous voyez dans l'écran. Comment on peut planter des vivaces et des arbustes toujours dans les emprises que nous avons à notre disponibilité. Comment aussi attirer et répondre aux besoins des oiseaux, donc avec les nichoirs et des perchoirs là-bas, et aussi tenir les besoins de petite faune qui se trouvaient et qui utilisent d'une façon régulière ces parties du corridor. Prochaine diapo. Ici, vous avez des résultats de la première phase qu'on a faite, qu'on a plantée. On sait que ça va prendre du temps pour la végétation de pousser, mais d'ici en 10, 15 ans, ces parties n'apparaîtra aucunement dans la façon que vous voyez ici.
Je pense que nous, on vise que ça va être beaucoup plus vert, beaucoup plus large et en conséquence, un meilleur environnement. Si on peut passer à la prochaine étape, on va y aller maintenant à la phase 2. Notre phase 2 était en parc Philippe-Laheurte, en proximité de certaines résidences, mais en même temps, suite à le financement qu'on a obtenu du Ville-Centre, et combinaison notre projet avec d'autres projets privilégiés à Montréal en termes de par un budget participatif. On a eu l'argent pour faire l'aménagement d'une forêt nourricière, des plantations des végétaux que vous voyez sur l'écran, encore des pêchoirs et des nichoirs pour attirer des oiseaux. Notre objectif est d'être capable de non seulement supporter les biodiversités en ville, mais attirer la biodiversité en ville. Dans les années que Saint-Laurent avait rasé tout pour faire des parcs industriels, on pense qu'on est un peu une opportunité de retourner pour retirer ça en ville et en créant encore les milieux qui vont être propices. Donc, si je peux continuer sur la prochaine étape, la dernière présentation. Est-ce qu'on a eu des problèmes? Oui, on a eu des problèmes. On a dû des bénéfices et aussi des problèmes. Des bénéfices étaient des partenaires comme Hydro-Québec ont reconnu la valeur de ça. Et dans le contexte de leur projet pour faire des lignes électriques d'ici à 27-28, ont réalisé que ce projet pourrait être facilement non seulement intégrer ça, mais qui présentait une autre façon où les pylônes et des corridors de hydro pourraient être combinés. Donc, on a eu une partenaire intéressée dans nos démarches et qui a même s'en servir de nos démarches qui étaient faites beaucoup en avant pour avancer leur projet auprès du BAP. Donc, ici, vous avez dans le partenaire avec Hydro, ça nous a causé certains problèmes parce qu'on a dû retarder certains des projets dans les tronçons où Hydro va faire les démarches, mais ça nous donnera aussi un partenaire important puis aussi le financement pour permettre de réaliser certains de nos projets que nous en avons, certains des tronçons que nous avons visés. Donc, dans notre stratégie de promotion, on vise non seulement à rechercher des partenaires communautaires pour ça. Notre image des marques est très bien définie. On fait la promotion de cette corridor et avec des partenaires et des autres programmes gouvernementaux pour lesquels on a eu de l'argent. Je pense que ça nous permettra d'aller un peu plus loin. Je vais terminer mon projet juste en parlant un peu d'un prix qu'on avait gagné, le prix qui était émis, le prix de développement durable du jury par les 3 grandes associations canadiennes, dont l'Association des architectes paysagistes du Canada, l'Institut pour l'urbain du Canada et l'Institut royal d'architecture canadien, qui a chacun donné le prix nationaux de design. Et je vous lirai textuellement qu'est-ce que le jury a dit sur ce projet. Ils disent comme suivant: la promesse du design urbain et le développement durable, la création d'avantages économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Bien que ce projet soit axé sur l'environnement, il reflète tous les 7 C de l'urbanisme: contexte, caractère, choix, connexion, créativité, conservation et collaboration. Donc, avec ce prix national, on a non seulement été reconnu à travers du pays, mais en même temps, on a espoir que ce projet va donner l'inspiration aux autres communautés parce que les corridors aériens se trouvent partout au pays et on espère que d'autres communautés vont aussi aller dans le même sens. Merci pour votre écoute et je suis prête pour la question. Merci beaucoup, M. De Sousa, pour votre présentation. C'est très inspirant comme projet, que tous les projets que vous avez mis en place. Merci beaucoup à vous 3 pour les partages très intéressants et justement très inspirants pour la suite des choses. On va maintenant passer à une période de questions. On en a déjà plusieurs, merci. Mais vous pouvez encore utiliser l'outil de discussion sur Zoom pour adresser vos questions par écrit. Donc, je commencerai par une première question qu'on a reçue, surtout pour M. Gratton et M. Breton. En fait, on se demandait pour les tronçons sans espace disponible pour le verdissement, est-ce que les murs végétalisés peuvent être une alternative intéressante? Donc, que ce soit bâtiment public, privé, ça doit être un peu plus compliqué, là, mais on demandait, voilà. Je laisserai peut-être, oui, M. Breton en premier. Bien, tout à fait. On s'est comme concentré, et moi et Charles, peut-être un peu plus sur le volet arbre, mais il existe
une pléiade de possibilités d'infrastructures vertes. Les murs végétalisés en sont une qui prend de plus en plus d'expansion, tout comme les toitures vertes. Hein. Puis surtout pour venir réguler aussi la température interne des bâtiments, bien, ça apporte beaucoup dans la lutte aux îlots de chaleur. On peut parler là, de plusieurs degrés Celsius de moins à l'intérieur des appartements. En effet, c'est un autre outil complémentaire qu'on peut très bien utiliser. Par contre, il ne remplace pas celui de la canopée. Il faut en déployer plusieurs pour arriver à avoir l'ensemble des bénéfices sur le territoire. Merci. Monsieur Gratton, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou... Oui, bien peut-être, effectivement, les murs végétalisés, les toits verts peuvent être des alternatives à minimiser l'impact de la densification. Les municipalités peuvent, nous, par exemple, avec Joliette, on est en refonte réglementaire, donc on est en train de revoir notre plan d'urbanisme et on va intégrer, on va favoriser ce genre d'aménagement là, dorénavant. On est en réflexion comment le faire exactement, mais ça fait partie des outils que les municipalités ont pour au-delà là, de la plantation d'arbres directement. Merci beaucoup. Je passerai à une prochaine question qu'on a reçue pour tous les panélistes. On discutait en fait, c'est une question par rapport à l'entretien. C'est bien de planter beaucoup d'arbres, mais il y a aussi de l'entretien qui vient avec ça au fil du temps. Donc, comment les municipalités et les propriétaires de terrain font ce suivi? Puis, les budgets d'entretien aussi, de où ça provient, en fait. Est-ce que c'est la ville qui doit assumer justement tous ces coûts? Donc, je commencerai peut-être avec M. de Sousa. Merci. Pour nous, c'est clair, l'entretien, ça fait par la ville. Donc, dans un sens, on déjà, dans un contexte, nos budgets s'assurent que chaque effort qui est ajouté, on fait une planification budgétaire et puis pas plus simple que ça. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ben, peut-être en lien avec ce que M. de Souza vient de dire, en effet, là, les municipalités, en tout cas du moins pour Québec aussi, l'ensemble des coûts d'entretien des arbres publics, donc qui appartiennent à la ville, même ceux qui sont dans le résidu d'emprise devant les façades, tant qu'ils sont du côté public, sont pris à la charge de la ville. Par contre, un des éléments qu'on recommande justement de plus en plus à Québec, c'est justement, étant donné que les budgets sont présents pour l'entretien, bien, on force beaucoup la plantation d'arbres, d'alignement dans nos emprises pour la pérennité, pour éviter d'envoyer le coût d'entretien peut-être plus des fois du côté privé. Pour ce qui est du côté privé, bien, souvent les programmes ne sont pas là pour payer de l'entretien à long terme. Donc ça, c'est peut-être un angle mort des municipalités. Oui, on travaille beaucoup à la plantation, mais ce qui est du budget d'entretien sur propriété privée, c'est à développer, mais souvent, ça fait partie de la charge d'entretien, tout comme une maison, de la pérennité, là, de l'aménagement qui vient à la charge des propriétaires. Merci. Est-ce que, Charles, tu Oui. veux ajouter quelque chose? Oui, en parallèle avec nos démarches là, d'amélioration de la planification, on a aussi, on tente de trouver des meilleures méthodes d'entretien des arbres existants, donc pas juste au niveau budgétaire, mais vraiment au niveau opérationnel. On a des enjeux de déneigement, on tente de minimiser les impacts des autres activités là, sur le territoire. C'est pas évident. La multiplication des arbres dans les espaces publics amène des changements de pratiques pour nos services qui entretiennent le territoire. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ça peut créer des frictions entre services municipaux. Mais c'est à prendre en compte et on tente, quand on refait nos rues, on tente de trouver des nouvelles façons de faire où c'est peut-être un peu plus facile d'entretenir les arbres et à la fois de pouvoir faire les autres types d'entretien. Mais tout ça est en développement, est en réflexion. Puis c'est à part des budgets, là, c'est important aussi que, effectivement, c'est beaucoup de sous à la plantation, mais on veut que ces arbres survivent dans le temps, là, donc il faut assurer leur croissance. Merci. Puis, vous avez tous les deux abordé justement en terrain privé là, les enjeux que ça peut apporter ou les contraintes, en fait. Puis, on a une question qui est en lien avec ça, en fait. Quelqu'un qui nous dit qu'il habite dans un quartier plus défavorisé avec 70% de locataires.
et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour planter des arbres, que ce soit en espace public ou privé. Et on demandait s'il y a des leviers pour inciter les compagnies de gestion immobilière et les propriétaires à verdir en façade et à l'arrière. Donc, c'est quoi un peu la relation qu'on peut avoir justement avec le terrain privé, comment convaincre, comment inciter les gens à participer au verdissement. Je pourrais laisser peut-être M. Breton commencer. Oui, merci. C'est une excellente question, hein. En fait, je pense que tous les municipalités sont exposées à cette situation. En fait, Québec a développé un bouquet d'outils d'appel à projets qui permet soit aux organismes, soit aux locataires de se mobiliser. Je pense entre autres aux ruelles, au verdissement des ruelles à Québec, où les locataires peuvent se mobiliser pour déposer un projet sur les ruelles, étant donné qu'ils n'appartiennent pas aux propriétaires, mais qui sont bien sans main. Québec a un programme. On a des programmes aussi de déminéralisation des propriétés non publiques à laquelle ils peuvent être accompagnés par, encore une fois, les organismes. Puis on a un mandat qui s'en vient avec le Conseil régional de l'environnement aussi pour aller voir des grands propriétaires terriens de comment ils peuvent eux aussi contribuer. Il y a aussi la réglementation. En fait, on a le pourcentage d'air verte qui peut être augmenté dans certaines grilles de zonage dans des milieux plus sensibles qui permettent de convertir certaines surfaces minérales. Puis un autre levier qu'on a souvent dans les projets de réfection de rue, Québec en profite pour regarder autour et essayer le plus possible aussi d'amener les propriétaires à faire les interventions au même moment que la ville pour donner une signature plus grande de déminéralisation. Il existe plusieurs façons de faire. Merci. Est-ce que pour la ville de Joliette, c'est quelque chose de similaire aussi, de travailler avec les propriétaires? Oui, ça peut ressembler un peu quand on refait des rues, on tente de travailler avec les riverains, là, d'ajouter des arbres en devanture et généralement, c'est la ville qui va payer pour ces travaux-là. Des fois, ça fait vraiment notre affaire parce qu'on n'a pas la possibilité d'ajouter des arbres dans l'emprise publique, donc ça vient vraiment faire la différence là, d'aller dans l'emprise privée. Et on n'en est pas là, mais les municipalités ont de plus en plus d'outils d'éco-fiscalité, donc c'est quelque chose qu'on aimerait regarder, comment favoriser la plantation d'arbres sur les milieux privés au-delà de la réglementation, mais vraiment par des outils fiscaux. Ça fait partie des idées sur lesquelles on aimerait plancher là, dans les prochaines années. Merci beaucoup. Ma prochaine question, je ne sais pas si M. De Sousa, vous vouliez compléter? Mais je peux juste ajouter que dans le contexte de notre corridor de biodiversité, on réalise que le corridor était juste un corridor aérien, mais le territoire qui est autour de ça, ça représente à peu près 450 hectares. Donc, l'impact de cette corridor peut avoir un impact significatif sur le domaine privé. Déjà, dans notre réglementation, on exige le canopé de 40 dans les stationnements. Déjà, dans notre réglementation, on exige des façons pour avoir des toits blancs et des toits verts, etc. Mais en même temps, une des idées que nous en avons, qui va être partie qu'on va faire, de comment aider les industries ou des gens qui sont en proximité de notre corridor, aussi sur leur terrain, d'avoir une guide qui peut les inciter de faire leur aménagement, soit la plantation des arbres, soit des autres types de l'aménagement qu'ils visaient, qui va être en cohérence et complémentarité avec ce qu'est-ce que la ville fait. Et à ce moment-là, les gestes de la ville risquent d'être un levier pour permettre non seulement la privée d'embarquer à leurs frais, mais deuxièmement, aussi d'avoir quelque chose en cohérence avec nos objectifs. Merci. Puis, justement, vous avez discuté beaucoup là, d'Hydro-Québec avec l'emprise pour le corridor de biodiversité. Puis, on avait un participant qui nous demandait, en fait, justement, si Hydro-Québec offre un soutien pour l'aménagement. Donc là, on parlait du privé, mais aussi, justement, vu que vous êtes sur l'emprise d'Hydro-Québec, est-ce qu'il vous offre un soutien, que ce soit financier ou en termes d'entretien, tout ça, pour l'aménagement du corridor de biodiversité? Mais étant donné que Hydro-Québec
avaient visé refaire leur corridor d'un bout de l'île à l'autre. Ils sont obligés de faire ces travaux et puis en conséquence, oui, il y a une contribution de Hydro que nous, on vise d'utiliser pour la réalisation. Donc, dans ce sens, c'est positif, mais ça a aussi inspiré Hydro au-delà de l'argent de considérer comment il peut visualiser des corridors hydroélectriques autrement. Et je pense que c'est pas uniquement l'argent qui va faciliter des choses, mais le pouvoir de l'influence. Et si effectivement, ils s'en servent de ça comme un modèle ailleurs au Québec, on vise à avoir un changement dans l'aménagement un peu partout. Oui, en effet, ça représente beaucoup de territoires aussi. Donc, si on peut avoir des corridors de biodiversité partout où on a des terrains d'Hydro-Québec, ça irait très bien. La prochaine question, c'est pour tous vos projets, en fait, là, à toutes les échelles, de savoir si vous avez intégré une approche nourricière. Donc, si vous avez des arbres fruitiers, des arbres de noix, des arbres nourriciers, en fait, là, dans vos différents projets. Je peux commencer peut-être avec M. Breton, qui avait l'air d'avoir une piste de réponse. Oui. Ça dépend de la nature du projet, en fait. Ça dépend de la localisation, ça dépend du milieu. Habituellement, pour tout ce qui est projet sur rue, dans des milieux déjà contraints et sensibles, ce n'est pas un élément qu'on priorise actuellement. Par contre, on le priorise dans le réaménagement de parcs et de plus grands espaces verts ou de lieux un peu mieux adaptés à la récolte. Mais on a mis en place les permis coup de pouce vert pour mon quartier, puis les permis de végétaliser les pieds d'arbres pour une certaine appropriation dans certains milieux où ce que les citoyens peuvent venir planter eux-mêmes certains végétaux et pouvoir procéder à la récolte. Donc, c'est une réponse qui est un peu partagée, ça va selon le contexte et le milieu, mais il existe des outils qu'on a déployés pour le permettre. Merci. Je poursuivrai avec M. Gratton. Mais c'est un peu la même réponse, je dirais. Pas tellement en rue, peut-être dans certains parcs, là où il y a déjà des organismes qui utilisent les parcs et qui ont une possibilité de structurer un peu les activités là, liées à la cueillette ou l'entretien des arbres. On distribuait dans nos journées de l'arbre, il y a quelques années, beaucoup d'arbres fruitiers, puis on a cessé parce que il y a certains arbres qui sont facilement, là, qui sont fragiles face à différentes bactéries. Et le ministère de l'Agriculture nous avait approchés pour arrêter de distribuer ces arbres-là parce que ça pouvait venir contaminer les vergers aux alentours de la ville, donc les activités commerciales et réelles. Donc, on a mis un frein un peu à la distribution d'arbres fruitiers là, à notre population en général. Merci. Monsieur de Sousa, est-ce que vous vouliez compléter? Oui, mais dans un sens, oui, dans le corridor de biodiversité comme partie, et j'ai adressé ce point dans la présentation comme phase 2 que nous en avons dans notre parc Philippe-Leur. On vise à aménager une forêt nourricière. Donc, dans ce contexte, la réponse est oui, ça fait partie de l'ensemble. Et puis ici, le financement fait du sort que ça faisait partie d'un grand projet à Montréal et cette volet de forêt nourricière qui était partie de notre corridor chevauche facilement. Donc, on a l'intention d'avoir cette volet dans un de nos parcs qui chevauche cette corridor de biodiversité. Merci. Monsieur Gratton, vous avez parlé justement là, des limites pour les arbres fruitiers. Ça l'a fait réagir. Il y a un participant qui nous demandait, en fait, avec ces limites pour le domaine privé, quelles espèces sont favorisées pour la distribution d'arbres aux citoyens de Joliette? Et est-ce que c'est la même stratégie que vous prenez aussi pour les arbres sur terrain public? J'aurais de la misère à bien répondre à la question. C'est mes collègues à l'horticulture qui s'occupent vraiment de ces choix-là plus raffinés, là, plus en détail. C'est clair qu'on tente d'être cohérent avec notre stratégie de diversification là, de nos fameux groupes fonctionnels. On a mis
on a mis en place, ce n'est pas encore très bien structuré, là, on aimerait l'améliorer, mais les citoyens ont une information, peuvent avoir accès à l'information sur les groupes fonctionnels à prioriser dans leur quartier, parce que l'analyse qu'on avait faite en 2016-17, elle avait été faite par quartier. Donc, selon le secteur où on habite, vaut mieux planter telle ou telle variété d'arbres. Et donc, on transmet cette information-là là, à nos citoyens. Mais je ne saurais pas en dire plus, là. Déjà, c'est essentiel de penser diversité, mais aussi pour les espèces envahissantes, c'est pas toutes les mêmes espèces qu'on peut mettre à tous les endroits. Puis on l'a vu avec la grille du frêne, on ne peut pas mettre non plus juste une espèce. Est-ce que, M. de Sousa, j'ai vu votre micro vert, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Excuse-moi. Ah, OK, bon, parfait. La prochaine question, c'est pour M. Breton. On parlait tout à l'heure de la rue Coron, puis on a une participante qui se demandait quelle était la réaction des citoyens lorsqu'on a enlevé des stationnements sur rue pour faire le verdissement de cette rue-là, justement. Ben, c'est intéressant parce que je vous ai présenté un projet qui est actuellement pas réalisé encore, qui est à l'étape des places de devis et qui va s'en aller en chantier. Et justement, dans la soirée de consultation publique, il y avait plusieurs scénarios. Certains avec plus d'arbres, d'autres avec moins d'arbres. Et c'est collectivement, au niveau des citoyens, qu'il y a eu une priorisation sur le scénario avec le plus d'arbres, donc avec le retrait du plus de cases de stationnement possible. Donc, je reviens à mon étape 2 de l'espèce grand processus, là, le processus citoyen dans le cas de la rue Caron a amené plus loin que ce que la Ville proposait initialement du point de vue de déminéralisation. Donc, voilà pour Caron, c'est très positif comme expérience. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, ça va s'adresser à l'ensemble des panélistes. On se demandait, là, justement, on parlait de consultation avec les citoyens. Est-ce qu'il y a aussi une collaboration qui se fait avec les CLSC ou avec les directions de santé publique pour sortir des données pertinentes, pour prioriser les milieux habités par les populations plus vulnérables, puis trouver également des solutions pour les budgets? Donc, est-ce que c'est des discussions que vous avez au niveau des organismes de santé? Je ne sais pas si quelqu'un voudrait débuter. Je n'ai pas vu de... Ben, je peux y aller. Je vais me lancer. Je ne voyais pas d'enthousiasme. Non, mais c'est parce que c'est une question à multivolets, en fait. Personnellement, la réponse est oui à différents niveaux. Vous avez vu tantôt dans la présentation pour Québec, l'Institut national de santé publique nous accompagne, entre autres, dans une étude sur l'acceptabilité sociale des projets. Mais aussi, j'ai passé vite, mais dans les données qu'on utilise, on utilise aussi l'indice de défavorisation matérielle et sociale. Fait que c'est plus des contacts ponctuels en fonction des sujets et des mandats qu'un lien d'affaires sur tout projet. On fait aussi parfois des études d'impact sur la santé, en fait, dans certains types de projets un peu plus sensibles. Fait qu'encore une fois, ça dépend de la portée du projet, ça dépend de la nature et le lieu de l'intervention. Merci. Est-ce que, M. de Sousa, c'est quelque chose que vous avez fait aussi pour le corridor de biodiversité, qui est quand même un projet de grande envergure? Pour autant qu'on n'a pas eu ici la consultation avec le département de santé publique ou d'autres, mais parce que les secteurs en question ne sont pas près de résidences où les gens sont de population vulnérable, mais je pense que dans toutes les démarches qu'on a faites depuis les dernières 20 ans, on a fait un effort considérable pour être capable d'expliquer aux citoyens le lien entre l'environnement et la santé. On n'est pas en train de poser ces gestes souvent où on demande leur effort et leur acceptation uniquement pour le volet environnement. Oui, on croit dans l'environnement et on pose des gestes, mais en même temps, on fait le lien avec la santé parce que ces gestes-là doivent être faits pour permettre l'être humain de vivre dans un milieu plus convivial, plus sécuritaire. Donc, nonobstant le fait qu'on n'avait pas fait de lien avec les autorités de santé sur ce projet en particulier, mais on a une grande collaboration avec eux sur presque la totalité de nos dossiers. Et ici, il y avait des gens qui ont qui nous a applaudi parce qu'ils ont dit que dans une façon majeure et significative, la Ville pose une geste tangible, réelle, qui va avoir un effet non seulement de combattre les îlots de chaleur, non seulement de créer un environnement plus sain, mais qui aussi va favoriser la biodiversité. Donc, les échos
préliminaires que nous avons eus étaient très, très positifs à cet égard. Merci. Oui, le lien santé et environnement est assez évident, puis ça peut être quelque chose qu'on met de l'avant justement lors de consultations, là, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce que M. Gratton voulait ajouter quelque chose à cette... non. Donc, je passerai à une prochaine question qui est plus dirigée pour la Ville de Québec. Donc, M. Breton, on demandait en fait s'il y a une grande différence de coût entre les 4 différentes interventions que vous avez présentées, la déminéralisation, banquette, gonflement de trottoir et arbre de trottoir, et laquelle s'avère la plus facile à implanter, que ce soit au niveau, oui, de l'acceptabilité, mais aussi au niveau du sol, du trottoir, de l'espace dont on dispose? Excellente question. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut jumeler l'intervention de surface à l'aménagement qui est en deçà. Donc, ça fait varier énormément les coûts de plusieurs milliers de dollars, dépendamment du choix d'un et de l'autre des scénarios. Fait que la meilleure solution, encore là, je reviens à mon coffre à outils, c'est comme demander si un tournevis étoile est meilleur qu'un tournevis plat ou un tournevis carré. La réponse, c'est qu'il faut avoir les 3 tournevis dans notre coffre à outils. Puis, dépendamment de la solution ou de la type de vis qu'on a, on va l'utiliser. Fait que c'est pour ça qu'on développe un bouquet d'interventions qui est variable selon les milieux. Mais on a été très transparent en disant que les interventions complètement à l'extrême, arbre en trottoir, sphère commerciale avec des systèmes modulaires, on parle des dizaines de milliers de dollars d'investissement. Fait que vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Merci, merci. Pour la prochaine question, en fait, c'est plus par rapport justement aux bienfaits de ces infrastructures vertes, non seulement sur la population, mais aussi sur les désastres climatiques auxquels on peut faire face là, avec les fortes pluies, également les inondations, tout ça. Puis on sait que les îlots qui sont plus minéralisés, ben, de fait, c'est pas perméable. Donc, est-ce que c'est considéré ce rôle-là des arbres pour absorber les eaux de ruissellement dans vos projets? Est-ce que c'est un critère là, qui pèse dans la balance? Je pourrais peut-être commencer avec M. Gratton. Si, Oui, ça n'a pas été intégré là, dans notre analyse en 2020. On veut le faire là, dans nos prochains projets où on veut faire des analyses de vulnérabilité là, pour les chaleurs extrêmes et les pluies intenses. On va ajouter ces couches-là. Et oui, effectivement, les arbres, c'est un outil extraordinaire là, pour faire de la bonne gestion des eaux pluviales. Mais on veut ajouter ces informations-là là, dans nos prochains travaux. merci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, M. de Souza? Ben, je peux juste sauter sur la glace sur tel point-là parce que les enjeux de résilience climatique et puis d'être capable de répondre aux divers changements dans le climat, de bâtir des villes résilientes, c'est très grand. Et en conséquence, autant que le projet de corridor de biodiversité va être un élément important qui a pris beaucoup d'efforts pour planifier. Je vous avais déjà indiqué que Saveneuse sont commencé avec la protection des milieux naturels, qui a créé une analyse des écoterritoires, qui a à ce moment-là créé des corridors. Donc, de cette politique au niveau macro, ça a venu un dossier très précis. Mais si on va s'assurer que nos villes, nos villages à travers du Québec sont résilients, ça nécessitera une vue beaucoup plus grande, plus large et intégrée. Des corridors de biodiversité, oui, ça c'est un morceau. Et dans tout nouveau développement, on essaie de le voir par quel moyen on peut avoir ces corridors verts comme partie pour faire les liens. Au-delà de ça, les démarches qu'on déjà ont déclenché pour avoir des stationnements verts et durables, d'avoir les toits verts et durables, des plantations des arbres, ça fait partie de l'ensemble. Il n'y a pas un morceau ou un sujet qui va redresser ça, mais il faut avoir une stratégie de l'ensemble. Et les exemples que mes collègues Justin et Charles ont partagés indiquent comment ça se passe. Quelle est notre réflexion dans nos villes respectives? Comment on essaie de gérer ça dans une façon intégrée au lieu de faire juste un projet?
Oui, merci. Puis je rebondirais justement là-dessus. Tous vos projets, c'est des super beaux projets, tout ça, mais on veut que ça soit pérenne, on veut que ça se poursuive dans le temps, puis encore mieux que ce soit connecté aussi avec les milieux qui est autour, que ce soit d'autres villes, mais aussi, justement, on parlait pour le corridor de biodiversité, si on veut que ça aille plus loin que seulement l'arrondissement de Saint-Laurent, mais que ça traverse éventuellement l'île de Montréal. Donc, quelle est votre collaboration justement avec, que ce soit d'autres arrondissements, d'autres villes? Est-ce qu'il y a un partage d'idées? Est-ce qu'il y a une ouverture aussi à collaborer pour faire des corridors écologiques? Je commencerai peut-être avec M. de Sousa par rapport justement aux arrondissements puis à la ville de Montréal pour faire des projets intégrés. Bien, premièrement, je vous avoue qu'à Saint-Laurent puis aussi à la ville de Montréal, je suis très chanceux d'avoir des employés qui sont vraiment à cœur ces enjeux-là. Et dans une façon multidisciplinaire, les employés de l'arrondissement, on travaille étroitement avec la ville centrale pour être capable de s'assurer que ce n'est pas uniquement un projet, mais ça pourrait être traité sur plusieurs lentilles, plusieurs fronts. Et cette notion de travailler ensemble, multidisciplinarité, c'est très important pour la réussite de ce projet-là. Donc, ayant des équipes qui croient dans ça, fait du sort que ce genre de projet, une fois que ça a réussi, chez nous, on avait réduit les risques en passant à Saint-Laurent, mais maintenant qu'on avait enlevé le risque, on avait partagé ça très ouvertement avec nos collègues élus et la fonction publique dans les autres arrondissements à Montréal et puis aussi dans les villes voisinantes. On s'en servait aussi pour les autres conférences, des webinaires et d'autres, de faire valoir cette opportunité-là. Et oui, il y avait un grand intérêt démontré de ça. Ça même est allé jusqu'à Chine, où ce projet a été présenté à Wuhan. Donc, l'influence, ça n'est pas juste limité à notre territoire, mais d'être capable d'y aller ailleurs. Donc, notre espoir est qu'il y a une volonté politique, parce que ce n'est pas une question financière. C'est une question d'avoir une volonté politique d'agir. Et si effectivement notre influence fait du sort que les élus et la fonction publique qui influencent leurs élus peuvent approprier ça, on sera très heureux. Merci beaucoup. Très intéressant. Puis justement, c'est pour ça qu'on a le webinaire aujourd'hui, pour partager ces bonnes idées-là, ces bons projets. Je poursuivrai peut-être avec M. Breton, justement, ou M. Oui, à la Ville de Québec, comment ça se déroule avec les villes avoisinantes? Bien, j'adore cette question. Hein. Tantôt, on était dans les faubourgs, on était dans des milieux très, très, très minéraux. Là, on élève un petit peu plus la stratégie à haut niveau. Québec, dans le cadre de la COP 15 sur la biodiversité, a annoncé sa candidature comme région de biosphère de l'UNESCO. Pour devenir une région de biosphère de l'UNESCO, elle ne pourra pas le faire seule, elle devra le faire en partenariat avec l'ensemble des communautés limitrophes. Elle s'était aussi engagée à 30% de conservation. Donc, tous ces liens, ce maillage-là important de région de biosphère va se faire avec la communauté métropolitaine de Québec. Donc, les grands corridors devront être connectés. Hein. Québec est particulier, on est de fleuve à montagne, traversé par 4 grandes rivières qui sont tous en soi des grands corridors écologiques. Donc, ça fait vraiment partie là, de la prochaine stratégie qui va se développer dans les prochaines années pour être région de biosphère de l'UNESCO. Merci beaucoup. Je conclurai peut-être avec M. Gratton pour la ville de Joliette, là, qui est aussi plusieurs frontières avec plusieurs villes. Comment que ça se déroule pour avoir une continuité dans les aménagements? On n'est pas encore très avancé là, au niveau de la connectivité des milieux naturels dans notre région, dans notre MRC. Si je le ramène à notre projet plus de plantation d'arbres urbaines, c'est plus par un rôle d'exemplarité un peu. On a des moyens quand même plus importants que nos voisins en termes d'équipe pour planifier des projets, pour intervenir sur le territoire. Donc, pour l'instant, on est plus en termes de fournir un exemple et partager l'expertise. Merci beaucoup. Donc, on va être sur le mot de la fin. On va devoir arrêter cette période de questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont envoyé plusieurs questions très appréciées.
Donc, je tiens à remercier nos 3 panélistes qui sont avec nous, M. de Sousa, M. Gratton et M. Breton. Merci pour vos présentations vraiment inspirantes. Et pour un rappel, ça vous a été dit dans l'outil de conversation, mais la présentation et l'enregistrement du webinaire vont vous être envoyés sous peu. Et on va également vous envoyer un message de satisfaction là, pour l'événement afin de toujours s'améliorer. Et je vous partagerai aussi pour terminer quelques événements de Vivre en Ville qui arrivent. Le 18 mai, on a une classe des maîtres sur la mobilité durable dans les petites et moyennes collectivités. Nous allons y recevoir la ville de Victoriaville et la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les places sont limitées, mais il reste encore quelques billets de disponibles. Et bien sûr, il y a notre grand rendez-vous des collectivités viables le 8 juin qui va se tenir à Montréal, mais également en virtuel. L'événement cette année porte sur le rôle et les outils des municipalités dans l'action climatique. Donc, c'est très lié à notre webinaire d'aujourd'hui. Et la programmation est annoncée. Vous pouvez voir sur notre site web, puis le lien va vous être partagé également. Donc, merci pour votre présence à toutes et à tous. On se revoit très bientôt. Bonne journée. Merci.